Karima Renem. Bonjour, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président du réseau africain des jeunes experts de politique de la jeunesse. Avec vous, aujourd'hui, on va débattre des dynamiques sociales qui agitent la toile, c'est-à-dire toute la dynamique et toute la sphère Internet, pour essayer de comprendre avec vous ces différents phénomènes, les hashtags qui se multiplient. Ensuite, on débattra de l'école. En cette rentrée scolaire début septembre, à l'aune aussi de la réforme qui a été annoncée par le souverain, essayer de redéfinir peut-être avec vous aussi, ça me paraît important, quel est le rôle et quelle est là où les fonctions de l'école dans tous nos espaces de vie communs et environnement. Ma première question, Karima Renem, c'est sur les dynamiques sociales aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Multiplication de hashtags, plus récemment un hashtag visant la pop star marocaine Salma Jawed, en mettant pression sur des médias radiophoniques pour qu'ils cessent de diffuser ces chansons. Parce que parallèlement à cela, il y a la mise en vigueur de cette nouvelle réglementation pour lutter contre la violence ou les violences faites aux femmes. Vous en pensez quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a à relever? Qu'est-ce que vous relevez? Et qu'est-ce que vous analysez par rapport à ça? Je pense que déjà le sujet par rapport à l'arrestation du chanteur Salma Jawed, ça fait polémique depuis sa première arrestation. Donc, ça fait des mois qu'il fait l'actualité des réseaux sociaux avec plusieurs hashtags. Donc, des hashtags qui soutiennent le chanteur et des hashtags qui critiquent le chanteur. Et la toile, elle est divisée en deux. Donc, les supporters et ceux qui critiquent ce qu'on appelle la normalisation avec le viol, parce que en fait cette nouvelle arrestation, comme vous savez, elle a coïncidé en termes de timing avec la sortie de la nouvelle loi 1303 sur la violence à l'égard des femmes. Donc on a vu à travers des communiqués, des supports médiatiques, qui ont commencé à arrêter la diffusion des chansons du chanteur, donc à la demande de l'audience, parce qu'il y avait une accusation à certains médias qui soutiennent et normalisent avec le viol. Donc le timing a joué un rôle très important pour que les utilisateurs de l'Internet, soit société civile, soit des influenceurs qui ont fait pression sur ces supports médiatiques pour arrêter la diffusion. Il y a certains médias qui ont présenté des réserves par rapport à ça, parce que la question, elle est encore le procès n'est pas encore prononcé. Donc c'est important de voir le problème dans sa globalité, parce qu'en fait le problème qui se pose aujourd'hui et ce qu'on a vraiment lu dans les critiques sur la toile, c'est que si ce n'était pas un chanteur qui est reconnu, donc l'acte, même si le procès n'est pas encore prononcé, l'acte de viol n'est pas tolérable. Mais maintenant, parce qu'il est reconnu, on tolère plus ou moins, parce qu'il est un chanteur, on soutient, on commence à parler sur le fait que le procès, le jugement n'a pas été prononcé, etc. Mais si c'était une autre personne, et qu'on la voit au quotidien, surtout dans l'espace public. Et je pense que vous avez déjà suivi autant d'actes de viol et d'harcèlement sexuel sur l'espace public. Et quand on voit les hashtags et quand on voit les commentaires sur la toile, c'est des actes qui n'ont pas été tolérés par le public marocain. Mais quand il s'agit d'un chanteur qui est plus ou moins reconnu, la toile, elle est divisée en deux. Et est-ce que pour ceux qui ont revendiqué, qui se sont associés à ces hashtags, et donc le plus récent concernant donc cet artiste marocain qui est présumé coupable d'agression et voire de viol, j'ai bien dit présumé coupable, ils utilisent Internet, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de manifestation sur la voie publique, il n'y a pas eu de manifestation de rue. Tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est ces nouveaux phénomènes aussi, c'est les sociétés civiles, les composants de la société civile qui utilisent Internet pour prendre des positions et pour exprimer quelque part un avis sur un sujet? C'est ça en fait
En fait, si on peut faire une analyse d'avant la Constitution 2011, donc avec les manifestations du 20 février au Maroc et la révolution arabe, donc avant, l'utilisation des réseaux sociaux était purement pour se connecter, pour échanger, mais donc après les révolutions et après l'adoption de la Constitution de 2011, on a vu qu'il y a une dynamique importante de la société civile sur les réseaux sociaux qui est devenu plus ou moins digitalisé parce qu'ils ont compris que c'est des plateformes qui permettent plus de liberté d'expression et d'échange et non seulement cet échange mais aussi un moyen pour faire le plaidoyer, pour faire pression par rapport à certains sujets parce qu'on a constaté tout en aussi... préservant l'anonymat. Oui, parce que, exactement. Et parce que aussi, on a constaté que même les décideurs et les politiciens, ils commencent à utiliser plus ou moins les réseaux sociaux. On a beaucoup plus de pages officielles dans les réseaux sociaux, soit des partis politiques, soit du gouvernement, etc. Donc, plus ou moins, il y a une interaction entre les décideurs et la société civile. Et c'est un moyen de mobilisation et c'est un moyen de pression. Et si on voit presque toutes soit les lois ou les politiques qui ont été votées par le Parlement ou autres, on voit que le débat, il a commencé par les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a un challenge parce que par rapport à la mobilisation sur les réseaux sociaux, il y a un challenge par rapport au digital et par rapport à la réalité. Donc, on a constaté que on peut mobiliser 20 000 à 40 000 personnes dans les réseaux sociaux, mais dans la réalité, on a 100 à 200 personnes. Donc c'est des réalités virtuelles en fait de mobilisation sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, parce qu'on a parfois on a l'impression, moi le premier d'ailleurs, on a une perception de phénomène de masse sur les réseaux sociaux. On se dit en fait il y a une vraie mobilisation sur les réseaux sociaux d'apparence et que peut-être au final ce que vous dites c'est que si on regarde concrètement et dans la réalité, ils sont pas nombreux. Je dirais, étant donné que j'ai travaillé beaucoup sur le digital, aujourd'hui les réseaux sociaux permettent d'acheter les supporters, ce qui est une chose qui a été déjà discutée plusieurs fois, étant donné que dans les pages, on retrouve surtout avec l'achat des supporters qu'il y a des supporters qui sont fake. Donc on a dans la page par exemple 20 000 personnes, mais combien de personnes ils sont réels? Les supporters, c'est des followers en fait. Des followers. Ouais. Donc deuxième chose, c'est que combien de personnes peuvent interagir, commenter, liker, partager les posts et que ces discussions aient une influence véritable sur ces politiques ou sur les décideurs. Donc, on a vu que les réseaux sociaux, ils ont contribué à encourager plus de débats publics ou peut-être faire pression. Mais je ne peux pas dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qui sont uniquement des moyens à changer vraiment des politiques. Parce qu'il y a tout un travail qui se fait offline. Complètement. Donc, mais est-ce que ça modifie aussi la fonction des ONG, le rôle des ONG, qui avant traditionnellement, au-delà des syndicats qui organisent leurs manifestations tous les 1er mai, donc il y a les gens dans la rue, mais là, voilà, aujourd'hui, la mobilisation, elle est digitalisée et non pas, on n'appelle pas, les gens ne se retrouvent pas sur la place publique X pour se retrouver, pour dénoncer, pour s'exprimer, pour revendiquer. Effectivement, je suis tout à fait d'accord parce que si, par exemple, on analyse la période du boycott, donc on a vu qu'il y a un changement. Avant, on avait plus de manifestations dans la rue, vu que déjà il y a un problème par rapport aux différentes lois sur les rassemblements publics, donc ils ont préféré de faire le boycott sur le digital, qui avait plus ou moins un effet important. Donc, et puis il a suscité un autre débat sur plusieurs sujets. Donc, exactement. Et puis, donc, la société civile, aujourd'hui, elle est consciente de l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux. Et de l'impact, surtout, non ? Et puis, donc, même en accompagnant, par exemple, aux lois qui régissent la démocratie participative, permettant à la société civile de participer dans la conception, l'évaluation et la mise en œuvre en général des politiques publiques. Donc, ils ont déjà
utiliser même avant l'adoption des lois sur les pétitions et les motions, de faire des pétitions en ligne, d'utiliser... C'est un phénomène qui se multiplie aussi depuis plusieurs semaines. Exactement. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, les appels à pétition, soutenez telle pétition, et les appels à mobilisation aussi dans ce sens. Exactement, juste qu'il y a encore un vide juridique par rapport aux pétitions en ligne. Donc la pétition en ligne aujourd'hui n'est pas encore régie par un article qui est très clair et spécifique, parce que même s'il y a des efforts, on n'a pas encore des décrets d'application dans ce sens-là. Et la majorité de la société, des acteurs de la société civile, ils utilisent les pétitions en ligne, mais en utilisant les plateformes comme e-pétition, comme Avaz, etc. Mais ils n'ont pas de poids juridique. Donc, il y a la loi sur les pétitions et les motions législatives. Elle a des articles par rapport à la pétition en ligne, surtout qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises par rapport à la mise en œuvre et l'opérationnalisation des articles sur la signature électronique. Et c'est tout un package. Il y a donc, tout un écosystème aussi exactement, parce que c'est encore, on utilise encore. Ça n'empêche pas en tout cas les internautes de multiplier les hashtags, de multiplier les appels à pétition. Vous avez vu au mois de mai ou juin dernier, je crois qu'il y avait le hashtag Kundrajel. Oui. C'était juste à l'approche de l'été. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce hashtag? Oui, je pense. Société civile digitalisée. Est-ce que c'est un pan de la société civile digitalisée, ultra conservatrice, qui s'est exprimé sur le coup? Parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs courants idéologiques aussi. Je pense qu'il y a différents courants. Ouais. Donc, il y a un courant conservateur, il y a un courant plus ou moins libéral, et puis il y a un courant entre les deux. Et peut-être on a constaté qu'il y a la montée d'un courant plutôt plus ou moins conservateur, surtout avec la montée de ce qu'on appelle le populisme par rapport à plusieurs sujets. Sur les sujets de société, essentiellement. Justement. Donc, parfois on est vraiment scandalisé par rapport à l'utilisation de certaines terminologies dans les commentaires qu'on voit au niveau de l'Internet par rapport à certains sujets qui contribuent à soi-disant un jargon plutôt raciste, un jargon raciste et un jargon sexiste. Donc cela nécessite plus de vulgarisation, plus de sensibilisation auprès des utilisateurs du digital, qui est très difficile parce que moi je suis libre, j'écris ce que je veux comme je veux, en fait c'est ça dans l'esprit de l'internaute aujourd'hui. Normalement c'est ça l'esprit, mais quand on touche aux libertés personnelles, quand on véhicule un discours raciste, un discours radical. Donc on a vu dans plusieurs rendez-vous qu'il y avait des commentaires qui sont vraiment haineux. Et il y a déjà, le Maroc fait partie des initiatives qui luttent contre le discours de la haine, surtout au niveau de digital. Mais reste, il y a des lois. Il y a de la législation, il y a la règle qui peut être appliquée sur les. Exactement, il y a une réglementation surtout régie par rapport des régularisateurs qui régissent cet aspect, mais surtout destiné aux médias publics, parce qu'aujourd'hui on a constaté que les médias publics ils reproduisent ce qui est dans la toile. Et ils sont aussi sous l'influence de la toile et. Exactement, on constate qu'aujourd'hui, quand on voit les sites internet, les journaux, on voit qu'il y a une reproduction parfois texto de ce qui est discuté dans la toile, et il y a beaucoup d'informations. Sans qu'elles soient vérifiées, filtrées, analysées. Exactement, il y a beaucoup d'informations qui contribuent à la progression des rumeurs. Ils ne sont pas vérifiés et parfois ça contribue à des problèmes. Mais qu'est-ce qui vous interpelle le plus, vous, et que vous avez relevé le plus? C'est quoi? C'est surtout le discours de haine, le discours de violence qu'il y a sur les réseaux sociaux? Justement. C'est ça que donc, il y a certaines terminologies, parce qu'en fait, on appelle ça la diversité média. Donc, c'est une approche basée sur le genre. Donc, on peut avoir des lois qui régularisent le champ médiatique, mais le problème, c'est que comment passer de cette régularisation, parce qu'elle est obligatoire par la loi, à une culture
organisationnelle. Donc, j'applique ces lois ou ces principes parce que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de la culture organisationnelle, parce que je crois que j'ai une politique d'intégration de genre et d'approche de droits de l'homme dans ma façon dont j'aborde les sujets, etc. Et cela nécessite non seulement la mise en œuvre de la législation, mais aussi un accompagnement, un renforcement de capacité des journalistes, des utilisateurs, des blogueurs. Maintenant, il n'y a pas uniquement le journaliste officiel, mais est-ce qu'on peut organiser tout ça au niveau de la toile? Ça s'organise? C'est pas vraiment contrôlable, mais est-ce qu'on peut l'organiser déjà? Est-ce qu'on peut l'organiser, le structurer? On peut pas dire organiser. Ça s'organise tout seul, ça se régule. Je me rappelle récemment, on a eu une discussion par rapport au discours de la haine, surtout sur le digital. Il y a un guide pratique qui a été préparé par l'Organisation internationale de la francophonie, justement sur la régularisation du champ médiatique et du digital par rapport au discours de la haine. Mais le problème qui se pose, c'est l'accompagnement de cette législation par un renforcement de capacité, par plus de sensibilisation, parce que parfois on constate qu'il y a certains journalistes eux-mêmes qui utilisent cette terminologie sexiste et raciste et contribuent par leurs écrits aux publications, même parfois des interviews dans les prime time qui influencent la manière de penser du public, parce que les médias ils jouent un rôle très important dans la sensibilisation au grand public, dans la moralisation de la vie publique. Donc, c'est une responsabilité partagée entre les médias, entre les régularisateurs, entre aussi les utilisateurs particuliers. Mais ça veut dire quoi aussi, Renam? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société aussi où il y a une forme qui est dynamique socialement. C'est pour ça qu'on a un petit peu tout ça qui se passe aujourd'hui. Multiplication des hashtags, des prises d'opposition des uns et des autres sur l'affaire judiciaire de Salim Jarad et le fait qu'il y ait des médias radiophoniques qui continuent à diffuser ces chansons. Hashtag aussi tout récemment sur l'espace public, hashtag Zankadi Ali, bon, pour les femmes qui veulent s'approprier l'espace public de manière tout à fait citoyenne et légitime. Est-ce que ça c'est aussi l'effet miroir d'une société qui est traversée par des dynamiques sociales? Et il va y avoir, la séquence est normale, mais elle va se réguler avec le temps. Exactement. Ou pas du tout, je vous pose la question. En fait, je peux dire, même avant la montée et la croissance de l'utilisation des médias sociaux avec une audience, ce qu'on appelle qui est socialement engagée au niveau du digital, il y a déjà la société civile marocaine était dynamique depuis des années. Donc on a une évolution très importante au niveau de la participation de la société civile dans le changement du pays, donc dans la réforme de plusieurs lois. D'ailleurs, quand on a abordé tout à l'heure la loi 1303 sur la violence, c'est une loi qui a fait polémique et débat depuis 5 ans. Donc il y avait déjà 3 ministres qui ont travaillé sur cette loi et il y avait beaucoup de mémorandums qui ont été présentés. La loi a été refaite plusieurs fois, mais c'était vraiment grâce à la société civile. On peut dire que, premièrement, la loi, c'est un acquis pour le Maroc, mais il y a beaucoup d'autres lacunes dans la loi. Et même si elle est rentrée en vigueur depuis la semaine dernière... Depuis le 13. Oui, justement, depuis le mardi dernier, il y a la société civile qui ont organisé soit des débats offline, donc des journées d'études, ou même des discussions sur l'Internet, notamment dans les réseaux sociaux, sur les différents articles de la loi, et plus précisément, comment cette loi va être appliquée au quotidien. Mais j'ai envie de vous dire, cette loi, lorsqu'elle a été appliquée, le jour de son application, même quelques jours avant, n'a pas donné lieu à de vrais débats sur la toile, sur Internet, alors que les hashtags, alors que Salam Jarad, par exemple, a occupé beaucoup plus d'espace que l'application de cette loi pour lutter contre la violence faite aux femmes. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce qu'on est dans un phénomène de starisation parce que c'est une star,
Justement, je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement. Donc, ou la jeune Karima, d'ailleurs, le hashtag justice pour Karima a eu beaucoup plus d'impact. Exactement, et même l'affaire de Khadija. L'affaire de Khadija, donc avec le Mjarrad, on a tout oublié. Donc, on ne parle plus de Khadija, maintenant c'est Saad Mjarrad. Donc, on discute par exemple des problèmes personnels d'une star. Par exemple, Dounia Batma aussi, elle fait beaucoup de polémiques sur la toile, mais on dérive des vrais sujets vraiment qu'on doit discuter. Mais comment se fait qu'on arrive à si, par exemple, c'est une autre personne, autre que Saad Mjarrad, a été accusée de viol, la société marocaine ne va pas tolérer. Et c'est ça le problème. Moi, je trouve que c'est grave, ce double discours, parce qu'on commence à normaliser avec le viol. Donc, bien entendu, le juge n'a pas encore prononcé, mais c'est une affaire qui a duré pendant des années, parce que c'est pas la première accusation. Donc, ça commence à poser beaucoup de questions, de spéculations sur cette affaire. Moi, je dirais, dans les affaires de ce genre, par exemple, les positions, soit des médias ou autres, normalement, ils procèdent à geler toute activité avec une personne qui est accusée jusqu'à nouvel ordre. Pas uniquement prendre une position. Jusqu'au verdict. Justement, exactement. Mais on ne peut pas faire une promotion à travers l'Internet pour soutenir une star, qui est accusée à plusieurs reprises. D'une accusation extrêmement grave. Exactement. Et surtout, ça coïncide avec la loi. Avec l'application de la nouvelle réglementation pour lutter contre la violence faite aux femmes. Karim Ghanem, sur le deuxième sujet du jour, sur l'école et le système éducatif, il y a eu autre polémique aussi, qui a fait beaucoup plus de bruit que l'application de la nouvelle loi pour protéger les femmes de toute forme de violence. C'est l'introduction de quelques termes en darija dans les manuels scolaires, en pleine rentrée scolaire. Donc on a eu ça, qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux, avec aussi une toile extrêmement fracturée, en tout cas divisée, là-dessus, sur cette question-là. Question aussi de société. Comment vous les analysez ça là, Et moi, je pense que le timing a joué un rôle important parce que c'est la rentrée scolaire, donc tout le monde est préparé, voilà, justement pour. Et moi, j'aurais aimé que la discussion sera axée vraiment sur la réforme du système éducatif. Parce qui est venu après. Oui, justement, mais ça allait venir en tous les cas. Parce que c'est un débat qui date depuis déjà longtemps. Et puis, il y a, pour moi, personnellement parlant, le débat sur le darija, c'est un faux débat. Pour plusieurs raisons, et je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, en termes de fond, en termes plutôt de forme, on a discuté la forme déjà. Mais on n'a pas discuté le fond. Parce que le problème, c'est pas la langue. Et je vais commenter après. Le problème, pour moi, c'est le contenu déjà des manuels scolaires. Parce que ces manuels scolaires, malgré chaque année, on change de photo, on change quelques mots, ça n'a pas changé. Je me rappelle de ce genre de manuel scolaire depuis mon enfance. Donc, c'est un changement, je dirais pas un changement radical, donc ça n'a pas changé. Et puis, on commence par le manuel scolaire. C'est le premier contact avec l'école. Oui. Donc, et l'école, elle joue un rôle important dans l'éducation, dans la préparation de la génération future. Donc, on a toujours débattu que ces manuels scolaires, et non seulement ces manuels scolaires, mais aussi la pédagogie utilisée par les professeurs pour enseigner les étudiants dans les classes est vraiment problématique. Donc, pour moi, darija ou non pas darija, c'est pas le vrai débat. C'est pas le vrai débat. Mais néanmoins, je dirais une petite expérience que j'ai vécue avec Amazir. Donc, on avait un programme dans un autre cadre où je travaillais, où il y avait des femmes qui parlaient uniquement amazigh. Ils devraient faire des cours d'alphabétisation. Le cours officiel, il est en arabe standard, ce qui pose un problème par rapport à l'intégration de ces femmes qui parlent uniquement berbère.
Donc, ce qu'on en fait, on en fait des programmes qui s'appellent des passerelles. Donc, on en fait des transitions en fait, exactement, qui préparent ces femmes en leur langue matérielle avant de passer à l'arabe classique. Darija, donc on parle Darija, si on va voir la structure de la société marocaine. Donc, pas tous les Marocains parlent Darija par défaut, hein, dans leur foyer. Hein. Il y a ceux ou celles qui parlent amazigh, il y a ceux ou celles qui parlent Darija, français. Il y a plusieurs dialectes, en fait. Donc, il y a plusieurs dialectes. Et puis, ça pose aussi un problème. Déjà, pour l'amazigh, ça a pris beaucoup d'années pour unifier l'amazighrien. Mais pourquoi, selon vous? Mais Darija, si, par exemple, on est à Casa, si on part à Rabat, il y a c'est 90 km, la terminologie utilisée, elle est différente. Donc, on arrive quand même à communiquer. Pardon? Entre Casablanca et Rabat, on arrive quand même à communiquer. Oui, oui. Terminologie. Mais moi, ma question, c'est surtout, Kamaranem, c'est pourquoi ça a pris autant d'ampleur, simplement? Et là aussi, c'est parti de la table. Hein. C'est parti d'Internet. Ça fait partie des auteurs qui ont déclenché ce débat depuis quelques mois. Oui. Donc, ça rentre ce qu'on appelle dans le discours populiste déjà. Donc, c'est pour ça que ça... Peut-être si c'était pas Ayouch, donc peut-être ça va pas prendre beaucoup d'ampleur de telle sorte. Ça d'une part, parce qu'il y avait déjà une polémique par rapport à l'utilisation de Darija. Donc, ça a déclenché déjà l'ancien débat. Mais moi, personnellement, je pense que le problème repose pas dans la langue, mais repose dans le fond, dans le contenu des manuels scolaires, ce qui est important. Peut-être ça peut apparaître normal si on en fait peut-être des passerelles avec un manuel quasiment en Darija et on laisse l'arabe classique, parce qu'on ne peut pas mélanger l'arabe avec Darija. Et d'ailleurs, moi je me rappelle quand je faisais les cours d'arabe à l'école, le cours, il est en arabe et on parle Darija en classe. Déjà, c'est un problème. Puis, donc, la langue reste toujours un débat dans l'enseignement basique et l'enseignement primaire en général et même secondaire et universitaire, parce que avec la politique de l'arabisation du système éducatif, on voyait malheureusement des jeunes qui ont eu 18 sur 20 ou 19 sur 20 qui n'ont pas malheureusement accédé aux grandes écoles à cause de la non-maîtrise du langue comme l'anglais ou le français. Et même au niveau du secondaire, pour les matières scientifiques, on étudie en arabe, mais à l'université, tout est en français ou en anglais. Dans le cadre de la nouvelle réforme du système éducatif, il va y avoir aussi l'intégration progressive de langues étrangères. Enseigner le retour exactement, du français, il y a maintenant un débat sur l'intégration de l'anglais et autres, mais je voudrais aussi rajouter une chose, surtout par rapport au système éducatif. On a toujours ce débat depuis des années de lier le système éducatif au marché de l'emploi. Donc, c'est important parce que on doit vraiment préparer des jeunes qui peuvent avoir de l'opportunité pour accéder exactement. C'est ce qui est et justement ce qui mais on doit voir l'éducation et l'enseignement dans sa globalité parce que l'école n'est pas faite uniquement pour la demande du marché de l'emploi. Donc parce que maintenant l'école est faite pour quoi? Et c'est l'éducation, mais c'est tout un package. Pour moi, l'éducation c'est pas uniquement de bien remplir des têtes, d'avoir des gens ouverts, d'avoir des gens dynamiques. Exactement, parce que si on parle maintenant de la culture générale. Oui, la culture générale, la culture de tolérance, de la paix, de droits de l'homme, tout c'est un package. On apprend ça à l'école ou pas forcément, parce qu'en fait, l'école, il y a deux choses. Il y a l'éducation et il y a l'enseignement. Mais l'éducation, elle est dans un sens global, parce qu'il y a l'éducation formelle qui comprend l'enseignement et autre chose. Il y a l'éducation au niveau de la maison, il y a l'éducation de la rue, la fréquentation, et la société civile aussi, c'est une plateforme, les partis politiques, c'est tout un package qui rentre dans le développement. C'est ça qui a fragilisé l'école? Je pense oui, parce que on n'a pas interférences en fait. On n'a pas. Sans oublier les nouvelles technologies. On n'a pas, oui, exactement. Le problème, c'est qu'on n'a pas, à mon avis, une vision multidisciplinaire qui inclut tous ces intervenants et assure
plus de coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Parce que c'est important. Hein. En fait, on a l'enseignement, on a l'emploi, on a d'autres acteurs qui interviennent, mais chaque entité, elle fait un boulot à part, mais il n'y a pas de coordination. En tout cas, la réalité, Karim Ghanem là-dessus, quelle que soit la philosophie que l'on a de l'école, qu'elle soit au service ou pas du marché ou du marché de l'emploi, en tout cas des besoins économiques, il y a des chiffres et des indicateurs inquiétants. Un taux de déperdition scolaire qui est extrêmement élevé, un des plus élevés au monde. Donc là, il faut trouver des solutions. Et d'un autre côté, on a le chômage des jeunes dans notre pays qui est un des plus élevés aussi de la région. Donc du coup, réorienter l'école et la rapprocher de l'emploi avec une vraie formation, une vraie vision, une vraie politique de formation professionnelle, est-ce que là, c'est pas devenu essentiel aujourd'hui? Tellement il y avait de décrochage. Oui, mais je pense que c'est une très bonne question parce que, en fait, il y a, à mon avis, la pédagogie de l'enseignement et de l'éducation joue un rôle très important et elle peut, plutôt plus ou moins, elle est liée à la déperdition scolaire. Et puis, si on voit aussi la chose dans la globalité, il y a la formation des enseignants, il y a aussi les conditions dont ces enseignants travaillent. C'est vraiment tout un package. Moi, je pense que premièrement, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème d'argent, parce qu'on a élevé le budget de l'éducation, mais toujours on déclare que c'est un problème, donc l'échec de système éducatif. Donc c'est pour moi dû en fait à des ressources financières qui sont insuffisantes. Il s'avère que c'est pas c'est pas question de ressources, mais moi je pense que c'est question de vision, c'est question de gouvernance, c'est question de renforcement de capacité et de mise à niveau des ressources humaines et des approches et des manières dont on prépare cette nouvelle génération à la fois à accéder au marché de l'emploi, à aussi être bien éduqué, avoir une culture générale. Donc, parce qu'en fait, du savoir-vivre, du savoir-faire. Exactement, ce qu'on appelle les life skills, les compétences de vie. Parce que maintenant, avec ces clubs qu'on a créés dans différentes écoles, soit club citoyenneté, environnement, etc., malheureusement, si on compare avec les autres pays, ces activités qu'on appelle ici parascolaires, ils font partie du cursus, du curricula officiel des écoles. Ben, je dirais un exemple. Par exemple, aux États-Unis, dans votre CV, si ça ne figure pas dans votre CV, l'engagement associatif, voilà, l'aspect volontaire, etc., donc ça pose un point négatif en tout cas. Un point négatif, voilà. Et puis donc ces activités qui sont parascolaires, normalement, ça rentre dans une nouvelle pédagogie d'enseignement qui peut attirer l'attention de ces étudiants pour qu'ils puissent à la fois assister, produire, être plus créatifs, d'avoir une pensée critique. Et c'est comme ça qu'on prépare vraiment une nouvelle génération avec à la fois des compétences de vie et aussi avec un cursus académique qui est compétitif plus ou moins. Pour vous, l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le défi, en fait, c'est de rendre attractive l'école auprès des enseignants ou auprès des enfants. Les deux. Dans ce premier temps. Les deux. Parce qu'aussi, quand j'étais petite, j'avais une image différente du professeur. Aujourd'hui, on n'a plus cette image, malheureusement. Et quand on voit, par exemple, un ou deux professeurs qui ont fait de leur classe une chose qui n'est pas ordinaire, ou ce qui est normalement qui devrait être l'ordinaire, on est vraiment surpris parce qu'en fait déjà les enseignants ils travaillent dans des conditions qui sont pas très favorables et deuxième chose on ne donne pas cette opportunité pour renforcer la capacité de ces enseignants parce que la société évolue, il y a beaucoup de nouveautés surtout avec le digital aujourd'hui, donc il faut que ces enseignants soient à jour de l'actualité et il faut renforcer ce qu'on appelle on the job training parce qu'il y a toujours des formation continue en fait. Exactement, il y a toujours des méthodes qui sont pratiques et innovantes
au niveau de l'enseignement et nous au niveau de l'éducation par rapport à plusieurs thématiques. Donc, je pense que c'est une responsabilité partagée. Responsabilité partagée. Oui. Donc, et l'école, responsabilité partagée. L'école est l'affaire de tous aussi. Pardon? L'école est l'affaire de tous aussi, parce que très souvent, bien sûr, on a l'impression bien sûr. on renvoie tout c'est les parents d'élèves, parce que parfois on ne contribue pas à proposer des alternatives. Les associations des parents d'élèves, elles jouent un rôle très important au niveau de l'école. La société civile aussi, au niveau de plaidoyer sur la mise en œuvre d'une vraie politique de l'éducation. Donc ça joue un rôle important. Les enseignants, le staff éducatif, les ministères concernés, c'est une affaire de tout le monde parce que l'éducation, c'est la base. Donc à quand un hashtag j'adore mon école? Oui, pourquoi pas. Peut-être je peux commencer par le lancer. Hein. Merci en tout cas, Karima Ghanem. Je rappelle que vous êtes vice-président du réseau africain des jeunes experts de politique de la jeunesse. Donc merci d'avoir pris de votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.